toutes et à tous à la une. Et cette résolution doivent quitter son appui aux terroristes du M23, une victoire diplomatique pour la République démocratique du Congo. Les détails dans ces journaux. La République démocratique du Congo peut compter sur les soutiens diplomatiques du Royaume-Uni en plus de ses nombreuses prises de position en faveur du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Le Royaume-Uni a dépêché son ministre des Affaires étrangères, David Lamy, qui a été reçu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un reportage de Giscard Koussema et Chichimbita. Conduite par le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lamy, la délégation du Royaume-Uni est venue exprimer de vive voix au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout le soutien diplomatique que ce pays apporte à la République démocratique du Congo en ce moment où sa souveraineté et son intégrité territoriale sont mises à mal par les Rwandais. Depuis l'invasion de Goma par les forces coalisées RDF M23, le Royaume-Uni est parmi les premiers pays qui ont clairement condamné cette occupation illégale et sa position est restée constante. Dans toutes ses prises de position publiques et dans différents échanges téléphoniques, la monarchie britannique continue de faire valoir le principe de l'intangibilité des frontières et ne cesse d'appeler au retrait pur et simple des troupes rwandaises du territoire congolais. Pendant près de 2 heures, le président de la République démocratique du Congo et les chefs de la diplomatie britannique ont passé en revue la situation sécuritaire et humanitaire dramatique dans les nord et sud Kivu. M. David Lamy a réitéré la position ferme de son pays et s'est dit prêt à appuyer sur tous les leviers diplomatiques en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour veiller à l'application effective des engagements pris par toutes les parties au dernier sommet de Dar es Salaam. En cas de non-respect, le Royaume-Uni n'exclut pas d'aller jusqu'aux sanctions contre les agresseurs. Devant les conseils de sécurité au G20 ou encore au sein du groupe de contact international pour la région des Grands Lacs, le Royaume-Uni a choisi de rester aux côtés de la République démocratique du Congo et de son peuple. Pour lui, l'intégrité et la souveraineté de la RDC doivent être sauvegardées. Pour sa part, le président de la République a remercié son interlocuteur pour le plaidoyer en faveur du respect de la Charte des Nations Unies. Le président Tshisekedi a fait savoir que son pays, la RDC, a toujours privilégié la voie diplomatique pour une paix durable. C'est pourquoi il reste favorable à une résolution du conflit par le dialogue dans le seul cadre du processus de Luanda et de Nairobi mixé. Devant les drames humanitaires et en réponse à la sollicitation du président de la République, le Royaume-Uni a promis une aide substantielle aux populations meurtries et contraintes à l'errance par les forces d'occupation. La République démocratique du Congo consacre toute son énergie pour le retour de la paix dans sa partie Est. Hier, comme d'ordinaire, les membres du gouvernement central étaient autour du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la réunion du Conseil des ministres et le compte rendu avec le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouya Katembo. Suivez. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. De la nécessité d'améliorer les conditions des militaires. Rappelons que notre nation traverse actuellement une crise sécuritaire sans précédent dans l'Est de la République, conséquence de l'agression inacceptable perpétrée par le Rwanda et ses alliés, notamment le groupe terroriste M23. Le président de la République a indiqué que cette situation menace non seulement notre souveraineté et notre intégrité territoriale, mais également l'essence même de notre identité nationale. Il a rendu hommage à nos vaillants soldats, placés en première ligne de la défense de notre patrie, qui se dévouent chaque jour au service de la sécurité et de la paix, risquant leur vie pour assurer notre sécurité. Il a martelé qu'il est de notre devoir de leur fournir les ressources nécessaires pour qu'ils puissent se concentrer
pleinement sur leur mission. Le président de la République a demandé la mise en œuvre immédiate des mesures destinées à augmenter leur solde des primes de combat, en particulier pour ceux déployés en zones opérationnelles. Il est également impératif de veiller à la prise en charge de leurs familles et dépendants, en particulier pour ceux qui sont au front. Les enfants et les épouses de nos braves soldats méritent soutien et attention, car ils portent aussi le poids de cette guerre. D'où la nécessité de mettre en place des mesures concrètes pour alléger leur fardeau et assurer leur bien-être. La Première ministre a été engagée à ouvrir une réflexion profonde au niveau du gouvernement pour procéder à l'augmentation imminente de la solde et de la prime de militaires en réservant un cachet spécial à ceux qui sont au front et dans les zones opérationnelles. Le président de la République a insisté sur l'obligation de veiller à ce que tout droit et dû dégager en leur faveur parviennent en temps utile à chaque destinataire directement ou à ses ayants droit. Dans les mêmes ordres, le gouvernement devra trouver des voies et moyens pour générer un statut particulier au profit des épouses et enfants militaires, notamment en ce qui concerne la prise en charge de soins médicaux, les frais de scolarité et autres besoins vitaux. Un rapport est attendu à ces propos dans 7 jours. J'en parlais dans les titres. Une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui change la donne diplomatique. Il est clairement fait mention au Rwanda de quitter le sol congolais et de cesser tout appui au groupe terroriste du M23. La résolution votée à l'unanimité encourage également les initiatives régionales de paix. Les conseils de sécurité envisagent de prendre de nouvelles mesures contre les personnes qui alimentent la guerre d'agression dans la partie est de la République démocratique du Congo. On fait le point avec Joseph-Oscar Mbalkaïch. L'étau se resserre autour du Rwanda, pays agresseur de la République démocratique du Congo. Avec cette énième victoire diplomatique de la RDC, le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté vendredi 20 février 2024 la résolution 2773 qui exige le retrait sans délai des troupes rwandaises de la RDC, l'arrêt immédiat des hostilités et la reprise du dialogue dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. Cette semaine, nous avons décrété des sanctions contre James Kabarebe, le ministre d'État chargé de l'intégration régionale, et Lawrence Kanyuka Kingston, porte-parole du M23 AFC. Nous appuyons les processus pilotés par l'Union africaine, par l'Afrique, afin de régler la crise dans l'est de la RDC, car les acteurs africains ont tout intérêt à éviter un embrasement de la région des Grands Lacs. Toutefois, ces processus ne doivent pas empêcher une riposte robuste et rapide du Conseil de sécurité. Nous devons nous exprimer et agir. Par ces votes, le Rwanda se retrouve isolé diplomatiquement au regard de pays autrefois considérés comme amis, mais aujourd'hui ont voté pour cette résolution. La souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo doivent être respectées. Les forces rwandaises doivent se retirer sans délai du territoire congolais, comme l'ont déjà déclaré le secrétaire général des Nations Unies et les membres de ce Conseil. Cette résolution rappelle enfin le rôle clé des processus de Luanda et Nairobi en vue de trouver une solution politique durable qui passe par le retrait complet des forces rwandaises. Les observateurs avisés voudraient voir plus de sanctions être prises contre le Rwanda et ses supplétifs du M23. C'est à l'unanimité, les anciens diplomates congolais saluent les sanctions de la communauté internationale sur le Rwanda. Justin Kabango, ancien haut fonctionnaire des Nations Unies et diplomate, s'est exprimé à ces sujets. Suivez. Chef de l'État, cette poumonée, il a couru, il a marché au risque de la mort. On a tenté même beaucoup de choses, mais il a dit pour son pays, il va se battre. S'il faut mourir, il va mourir. La diplomatie de un grand pays comme le nôtre, la diplomatie a payé. Les grands pays de l'Europe occidentale, je cite l'Allemagne, je cite l'Angleterre, sans oublier la Belgique qui est notre parrain, notre partenaire, qui est avec nous. Qui pouvait s'attendre que les Allemands décident de
de sanctionner Kagame. Qui pouvait s'attendre à ce que l'Angleterre arrête toutes ces aides, tous ces financements qu'il avait signés, des accords qu'il avait signés avec Kagame. Voir un délégué, un représentant des États-Unis d'Amérique prendre une parole en sanctionnant un membre ou deux membres du gouvernement rwandais, c'est déjà un pas. Nous n'avons pas deux présidents de la République. Nous avons un président de la République. Donc, par conséquent, nous ne pouvons que soutenir l'action du chef de l'État, sa lutte qu'il mène à travers le monde, qui a des effets. Et à Béni, province du Nord Kivu, les équipes de vérification et contrôle des armes et antennes de Béni et Lubero étaient à l'école du savoir. Elles ont été outillées sur les travaux d'identification des ex-combattants, nous dit Peggy Mukunda. Les agents et cadres du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PRDRCS de l'antenne de Béni et de Lubero, ainsi que les équipes de vérification et de contrôle des armes étaient tous à l'école du savoir pour les préparatifs de travail d'identification, de vérification et d'orientation des ex-combattants qui viennent de passer au désarmement pour leur démobilisation. D'ici les jours à venir, nous allons procéder par l'identification biométrique des ex-combattants qui ont déjà accepté le désarmement et qui sont donc dans la phase de démobilisation afin de permettre à ces ex-combattants d'être détenteurs de leur carte biométrique attestant réellement qu'ils sont passés par la démobilisation. La formation vraiment était nécessaire parce que nous sommes en train de planifier les opérations d'enregistrement et d'identification des ex-combattants. Initiative à encourager pour la réinsertion communautaire de ces ex-combattants. En Ituri, l'abattoir de Bunia reprend peu à peu ses activités et ce, grâce à l'amélioration de la situation sécuritaire dans cette partie du pays. Junior Selemani pour plus de précisions. Ils sont nombreux, ils viennent de partout, de l'intérieur, tout comme de l'extérieur de la province pour l'abattoir industriel de Bunia, des éleveurs, agriculteurs et autres. Objectif, la vente, l'achat, soit l'abattage de bêtes tous les lundis et jeudis. C'est une ambiance particulière qui caractérise ces lieux. En plus de ce qui s'effectue d'habitude, s'y joignent également d'autres activités économiques. Au jour le jour, ces lieux ne cessent de devenir un symbole de la cohésion sociale en Ituri. Les gens qui soupçonnent dire que nous avons une seule communauté qui achète des bêtes, c'est faux. Toute personne qui exerce ce métier doit être protégée et doit être défendue. La réglementation de ce secteur par les autorités ainsi que l'amélioration de la situation sécuritaire, recommandations faites par le chef de division de ces services. Nous félicitons notre gouverneur parce qu'il veille toujours à sa population. Et nous lui demandons encore de ne pas se fatiguer parce que nos éleveurs sont dans les coins. Alors ça demande vraiment à la sécurité. Pour nos éleveurs, la population en ville de Bunia, nous les rassurons qu'ils mangent la viande propre et puis ça passe dans les bonnes mains. L'abattoir industriel de Bunia devient un modèle en cohabitation pacifique entre toutes les communautés de l'Ituri grâce à l'approche militaire et non militaire mise en place par le gouverneur de province, le lieutenant général Lubuyan Kashima Djouni, d'où le vivre ensemble et le maître mot à l'Ituri. Restons dans la province de l'Ituri. Dans un autre registre, le directeur provincial du guichet unique a sensibilisé la population sur l'importance du permis de construire. Encore une fois, Junior Selemani pour plus de précisions. La population de Mahagi appelée à s'approprier l'importance du permis de construire, de démolition et de certificat de conformité. Ceci pour le développement social et économique de la province de l'Ituri. C'est l'essentiel du message lancé ce samedi par le directeur provincial du guichet unique de délivrance des permis de construire à l'Ituri, Godefroy
Tikima a mission de vulgarisation et de redynamisation de ces services techniques du ministère de l'urbanisme dans cette partie de la province. Nous avions sensibilisé la population et là compris les bien fondés de ce que nous avions dit, d'avoir le permis de construire, de payer les taxes. Et là, elle est maintenant éduquée et elle va procéder à l'exécution de ça. Et nous avons aussi profité à implanter les services parce que notre commission aussi c'était la redynamisation des services. Nous avons implanté les postes de vitesse qui est dans ces grandes agglomérations avec les animateurs et les agents aguerris sont déjà là qui vont nous aider à faire la proximité avec cette population. Cet appel trouve un écho favorable auprès des participants. Mon impression est tellement bonne, étant donné que ce qu'il nous a dit n'est pas en contradiction avec ce que le chef d'agence du territoire nous le disait souvent. Ça faisait déjà 2 fois. Alors aujourd'hui, il a martelé en fait que nos assujettis qui veulent construire ne puissent pas faire encore les hasards pour tomber dans une erreur, que chacun puisse vraiment construire après avoir passé par le bureau de GUPEC, Mahagi, pour l'octroi des permis de construire ou des permis de démolir. Alors vraiment tout le monde est sorti vraiment très satisfait. Signalons que des maisons poussent comme des champignons en cette période de l'état de siège à travers la province, ce qui témoigne de la quiétude qui règne sur l'ensemble de l'Ituri, conséquence de la paix imposée par l'administration militaire de l'Ituri, d'où la culture du civisme fiscal et de mise. L'unité des filles et fils de la province du Kwilu, la population de cette partie du pays dit non à la guerre d'agression rwandaise et à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Après les calvaires des mauvais états du point kilométrique 622 jusqu'à la cité de Gungu, Monseigneur, archevêque général et représentant légal de la communauté Koneiko Eseko Zéphiré Fumapanda Malamba est arrivé dans son fief de Gungu sous un accueil triomphal. Et la foule compacte, semblable à des étoiles du ciel disposées pour l'escorter comme un prince. C'est un voyage qui s'inscrit dans le cadre de ses vacances parlementaires. Une occasion qui sera mise à profit pour sensibiliser la population sur l'éveil patriotique, prêcher l'unité, la paix, inviter les jeunes à intégrer les forces armées en ce moment que la RDC fait face à la guerre d'agression lui imposée par l'armée rwandaise et ses complices terroristes du M23 AFC jusqu'à la victoire finale contre cet ennemi. Il faut donc défendre la patrie et sauver sa souveraineté, fierté de tout peuple. Comme un élément du Rwandais, les Congolais inconscients, ceux qui ne veulent pas ce pays. Monseigneur avec Fumapanda, le député national, et moi-même le député provincial, nous sommes à Gungu, le fief électoral, en congé parlementaire. Nous sommes venus sensibiliser cette population, interpeller la conscience de la population congolaise, particulièrement c'est le Congo, afin que les jeunes s'enrôlent dans notre armée congolaise pour soutenir notre pays qui est en danger. Nous n'allons pas abandonner ce pays. Ce pays nous appartient. Nous avons un patriarche qui s'appelle Eminence Fumapanda Malamba, le député national. Son rôle, il a très bien accompli, c'était de mettre tout le monde ensemble. Aujourd'hui, on se verra reçu ce qui était hier difficile, à mettre tout le monde d'accord. L'agenda de l'homme de Dieu et homme d'État prévoit différentes activités, notamment la visite des infrastructures routières pour instaurer les cantonnages manuels, les échanges avec les forces vives pour parler développement du territoire culturel de Gungu, fief naturel du patriarche Antoine Gizenga, et la visite du barrage de Kakobola. L'ordination des pasteurs de sa communauté Koneiko Eseko est prévue le dimanche 23 février 2025. Soutien aux efforts de guerre et une paix durable dans la partie est de la RDC, la province du Congo central se mobilise pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo, les Wazalendo et les commandants suprêmes des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivons avec indignation l'agression barbare dont est victime notre pays, la RDC, par son voisin, le Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC, plus précisément dans sa partie Est, avec comme conséquence plusieurs morts, ainsi que la dégradation considérable de la situation humanitaire occasionnant de nombreux déplacés internes. C'est ainsi que
Nous réitérons notre indéfectible soutien au président de la République, chef de l'État, au FRDC et aux vaillants patriotes résistants Ouazalendo qui se battent au front jusqu'au sacrifice suprême. Condamnons avec la dernière énergie cette occupation injuste perpétrée par l'armée rwandaise et ses marionnettes du M23 par AFC. Compatissons à la douleur qui frappe nos frères de l'Est, victimes de la terreur de la dite occupation. Pendant cette période de crise sécuritaire, nous appelons le Congolais de tous bords à la solidarité nationale et au sens élevé du patriotisme. Nous invitons la jeunesse congolaise en général et celle du Congo central en particulier de répondre à l'appel patriotique lancé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à s'enrôler massivement au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo et pour soutenir le front médiatique, le gouverneur de la province de la Mongala, Jean-Colin Makaka, appelle les journalistes locaux à jouer pleinement leur rôle dans la collecte, traitement et la diffusion des informations. Dans une adresse au chevalier de la Plume, ce jeudi 20 février 2025, le gouverneur de la Mongala, maître Jean-Colin Makaka Papekaka, a mobilisé sur le front médiatique avec un appel à un supplément de patriotisme dans le travail des journalistes en activité à l'Issala. Le numéro 1 de la province a souligné le grand rôle que la presse doit jouer, celui de sensibiliser la population à l'amour de la patrie, notamment le jeune appelé à s'enrôler massivement dans les forces armées de la République démocratique du Congo, pendant cette période où la nation fait face à l'agression injuste du Rwanda et ses supplétifs du M23 dans sa partie Est. Ceux qui travaillent dans les médias font vraiment une partie la plus grande, qui joue le rôle de la trahison pour ce qui arrive au Congo. La dénaturation des informations, l'aggravation des informations font partie du risque que notre pays est en train de subir aujourd'hui. Et pour l'instant, pour des raisons du maintien de l'ordre public et de la restauration de l'autorité de l'État, je vous annonce qu'il y a des mesures qui sont prises. Et vous puissiez, dès que vous allez rentrer ici, vous tenez les réunions dans vos chaînes respectives. Vous faire savoir que les émissions sont maintenant sécurisées. Vous allez sensibiliser la population de cette province à réfléchir sur son avenir demain. Vous sensibilisez la population de cette nation à réfléchir sur la sécurité de son territoire national. Réceptifs à cet appel de la nation, les journalistes ont annoncé qu'ils vont adapter leur production aux enjeux actuels afin d'être à la hauteur du défi auquel fait face le pays avec cette guerre qui lui est injustement opposée. Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication est en Mbandaka, province de l'Équateur. L'objet de sa mission à travers ce reportage signé Mimi Etaka Bosekota et Fiston Bokoua. À sa descente de l'avion, le président national du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC en sigle, Christian Bossembe, fut accueilli par le coordonnateur provincial du CESAC Équateur, Espérant Bossamba, la présidente sectionnaire de l'UNPC Équateur, Esther Kongé, ainsi que par la directrice provinciale de la RTNC Équateur, Etaka Bolumbu Mimi. Aussitôt arrivé, l'autorité nationale du CESAC a tenu un point de presse à l'hôtel Emma. Dans son exposé, le président national du CESAC indique qu'il a commencé cette itinérance dans la province de l'Équateur pour palper les conditions de travail de maisons de presse œuvrant dans cette partie du pays. Pour moi, en tant que président du CESAC, de commencer une itinérance, et je voulais commencer ça par la province de l'Équateur afin de faire le tour de toutes les provinces. Donc c'est d'abord l'idée pour moi de voir dans quelles conditions les médias fonctionnent et les médias travaillent ici, et aussi voir le CESAC, comment il fonctionne, dans quelles conditions le CESAC fonctionne. À une question sur la gestion de médias en ligne, le président du CESAC répond. Et nous par exemple, nous avons une directive sur les réseaux sociaux. Cette directive-là, elle nous donne plus ou moins une idée
de comment gérer la question des médias sociaux. Et principalement pour les médias sociaux, nous avons ce qu'on appelle l'alerte numérique. Étant originaire de la province de l'Équateur, Christian Bosembe a fait une grande partie de ses études secondaires et universitaires à Mbandaka. C'est donc tout naturellement qu'il a prévu dans son agenda une conférence scientifique avec les étudiants de l'UNIMBA, mais également un dîner avec les journalistes de Mbandaka, car il a fait ce premier pas en journalisme dans cette ville. Infrastructure dans la province de la Chuapa avec la visite d'inspection des travaux de construction du bâtiment administratif, visite effectuée par le chef de l'exécutif provincial sur ces chantiers. Le vice-gouverneur de la Chuapa, Albert Legrand Bokongo Bokoma, a visité le vendredi 21 février 2025 les travaux de construction de nouveaux bâtiments administratifs du gouvernorat de la Chuapa. L'occasion pour l'exécutif provincial de comprendre l'évolution de ces travaux commencés il y a une semaine. Accompagné de membres du gouvernement provincial et ceux du comité provincial de sécurité, Albert Bokongo s'est dit satisfait car la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se matérialise à la Chuapa. On est satisfait parce que c'était un long projet et que vous voyez la vision du chef de l'État sur les infrastructures et les amis ont commencé des travaux ici, ça fait quand même plus d'une semaine. Il fallait que nous puissions descendre sur le terrain pour se rendre compte de ce qui se passe et se rendre compte de l'évolution des travaux. Nous espérons que dans quelques mois, l'ouvrage pourra terminer pour que les travaux puissent se dérouler calmement et paisiblement. La joie totale auprès de nos populations, ceux qui seront ici pour voir cet ouvrage. Il faut voir, les ouvriers sont éparpillés par-ci par-là, les travailleurs sont partout et nous espérons qu'avec ce rythme de travail, les choses iront de mieux en mieux. Il a indiqué par ailleurs qu'avec ces rythmes de travail, les choses vont très rapides puisque le financement et les matériaux sont déjà sur place. Et dans la province du Kwango, une brigade anti-érosif vient de voir le jour. On en parle dans ces reportages. Suivez. La sortie officielle de la brigade anti-érosive pour lutter contre les érosions, un fléau qui menace l'environnement et les populations de la ville de Kingi. En effet, cette nouvelle brigade anti-érosive qui voit les jours est portée par la fondation Jean-Baptiste Ndefu Swatongi en partenariat avec la protection civile. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités importantes, notamment le gouverneur de la province, des députés nationaux et provinciaux. Dans son discours, le coordonnateur de la protection civile, M. Robert Kunga, a souligné l'importance de cette initiative en affirmant que les volontaires composant cette brigade sont pleinement engagés à barrer la route aux érosions en combattant leurs causes et en limitant leurs effets dévastateurs. De son côté, l'honorable Jean-Baptiste Ndefu, président national de la fondation Jean-Baptiste Ndefu Swatongi, a lancé un appel à l'unité et à la solidarité pour soutenir pleinement la brigade dans sa mission. L'outil et l'utilisation de l'outil informatique dans la province de Lomami, un atelier de formation a été ouvert à ces sujets. Suivez cela en images et commentaires. La cérémonie d'ouverture a eu pour cadre choisi la salle polyvalente de la procure du diocèse de Cabinda. Dans ce mot de circonstance, Emmanuel Kibaya, coordinateur provincial du projet Encore à Lomami, a mis l'accent sur la vision et les objectifs dans les domaines des finances publiques qui sont contenus dans les stratégies des réformes des finances publiques adoptées en mars 2010, telles qu'actualisées en 2021, dont la 6e axe dédié à la gestion des finances publiques provinciales et locales renvoie à une stratégie spécifique aux provinces, entités territoriales décentralisées, dénommée stratégie de renforcement de la décentralisation financière en RDC, adoptée en Conseil des ministres du 19 mars 2023. Dans la province du Haut-Katanga, le membre du gouvernement provincial veut s'assurer du prix des maïs sur les marchés. Suivants. Cette farine, made in Haut-Katanga, vendue à 45 000 francs congolais dans les supermarchés de Lumbashi, est mise à la disposition de la population par le gouvernement Kiaboula pendant cette période de soudure. La ministre provinciale de l'économie, Lorraine Lusamba-Kazadi, a fait la ronde des supermarchés et autres établissements qui vendent cette denrée qui, depuis près de 5 ans, remplit les assiettes des Haut-Katangais.
Constat, la farine est bel et bien consommée et la demande est grande. Le gouvernement provincial a mis tout en marche pour répondre à la demande. Quant à la qualité, elle est appréciée par la population qui a témoigné auprès de la ministre provinciale de l'économie. Ici, on ne vend pas comme tout le monde. Là où vous allez trouver des histoires pourries, ici, vous ne trouverez jamais des histoires pourries. Lorraine Lusamba Kazadi rassure de son côté les Hauts-Katongais que cette farine est vendue à un prix. Parlons à présent de ces travaux qui visent la promotion des avortements sécurisés selon l'article 14 du protocole des Maputo. D'autres explications dans ces reportages de Toto Soué Abdoulaye Bongo. Newsprint avec l'appui de l'AIPAS a mis en place un groupe de jeunes Masuja qui vont travailler dans de différentes communes, précisément dans de différentes zones de santé pour donner une réponse aux jeunes qui sont victimes aux avortements clandestins. Cette réponse doit être effective pour diminuer le taux de mortalité et de morbidité dû aux conséquences des filles qui recourent aux charlatans. Newsprint a procédé mardi dernier au lancement du réseau de référencement de jeunes Masuja, une extension qui vient de graver le succès des activités des engagements communautaires à l'est de la République démocratique du Congo et à Kinshasa, explique le docteur Simon Mambo. On a commencé avec un noyau de 50 jeunes qu'on a recrutés. Les a capacité sur les approches d'engagement communautaire. On a expliqué sur les stratégies des activités communautaires, mais aussi dans le cadre de référencement. Notre souci, c'est voir comment on peut réduire le temps de décès maternels. Appel à l'unité nationale, c'est le message clé de la messe d'action des grâces organisée à l'honneur du nouvel archevêque métropolitain de Kananga. Félicien Tamboué, dignitaire et notable du Grand Kassai, ont pris part à cette célébration. Un seul cœur, une seule âme, telle est la devise du nouvel archevêque métropolitain de Kananga, Félicien Tamboué. Dans son homélie devant les notables et dignitaires du Kassai ainsi que d'autres responsables de sa communauté religieuse, il a lancé son message clé, celui de l'unité des peuples. Le thème de l'unité qui est au cœur de la devise épiscopale vient d'être longuement développé en ce qu'il signifie et ce qu'il implique. Le bénéfice attiré de l'unité ne doit pas être démontré ici. Un peuple uni est fort et réussit mieux et plus vite. L'union fait la force, dit-on. Malheureusement, il y a encore chez nous des villages et des tribus qui se déchirent. Et bien souvent, les acteurs de ces déchirements sont manipulés par les véritables protagonistes qui restent souvent dans l'ombre. L'heure est arrivée de développer une mentalité associative et éviter celle qui consiste à demander à l'autre de vous placer au milieu alors que vous n'êtes que deux dans une même maison. Certains dignitaires venus l'honorer à cette célébration eucharistique ont bien retenu le message clé de l'archevêque métropolitain de Kananga. Il a beaucoup insisté sur l'unité, surtout l'unité en ce temps où appel à l'unité, et appel à la concorde et appel à l'amour fraternel, de sorte que nous puissions en même temps protéger les personnes LRD, en même temps protéger la case. Il nous faut un effort d'entretenir notre volonté au vivre collectif, au vivre ensemble. Et ça, c'est important. Il n'y a pas d'unité sans vivre ensemble. Il importe de retenir que dans son riche cursus, Monseigneur Félicien Tamboué a fait des études de théologie aux îles Philippines et à Yaoundé au Cameroun. 2017-2020, il était à Rome, élu conseiller général de sa congrégation. Ainsi s'achève ce journal de Jacques Gabouaba, réalisé par Odé Pandaye, André Njeka, Chimène Dondo, Alain Ngalia, Ernest Bolikoko et Espérance Kanjinga ont assuré la partie technique sous la supervision éditoriale Oscar Mbalkaïj. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Cédric Enina revient à 20h pour la suite de l'actualité. Bonsoir chez vous.